Le premier sujet concerne l'Afrique ancienne. Il s'appelle François-Xavier Fauvel. Il a nouvellement été élu à la chaire d'histoire et d'archéologie des mondes africains au Collège de France. Nous avons réalisé, vous le savez, plusieurs émissions récemment et il vient de publier, ou plutôt de diriger la publication d'un ouvrage qui est intitulé L'Afrique ancienne, de l'Acacus au Zimbabwe, 20 000 ans avant notre ère. C'est une somme, une véritable somme intellectuelle et de savoir qui, contre certaines idées qui furent évoquées notamment par un ancien président français selon laquelle l'Afrique ne serait pas rentrée dans l'histoire, eh bien cet ouvrage prouve le contraire. Il est utile. Et d'abord, que contient-il? Ma chère Denise, nous allons commencer par vous. Alors moi, je dirais que c'est un livre vérité, mais qui, contrairement à ce que prétendent les auteurs, ce n'est pas un livre grand public, hein, c'est un livre qui est fait pour les spécialistes. Il y a 30 ans avant, un célèbre historien africain, un burkinabé en l'occurrence, Joseph Kizerbo, avait écrit « L'histoire de l'Afrique noire » d'hier et de demain, que je trouve tout aussi complet et qui a permis justement de battre en brèche cette phrase de l'ancien président de la République française, Nicolas Sarkozy, qui avait dit que l'Afrique n'est pas entrée dans l'histoire et qui battait également en brèche cette assertion qui veut que l'Afrique est le continent de l'oralité. Ce n'est pas vrai, puisqu'on voit bien qu'il y a eu des écritures, qu'il y a eu des transhumances et des mouvements migratoires qui sont passés de l'Afrique de l'Ouest à l'Afrique centrale, notamment avec les Peuls, qui partent des plaines du Fouta Djallon jusqu'au nord du Cameroun, mais également les Bantous, qui seraient descendus du Nil et qu'on retrouve jusqu'en Afrique du Sud. Mais il y a surtout cette ville historique et mythique, Tombouctou, dont on a entendu parler avec la destruction des manuscrits au moment de l'intervention militaire française au nord du Mali, mais qui déjà, dès le XIIe siècle, était un centre universitaire. On dit d'ailleurs de Tombouctou que c'est la ville aux 333 saints. Déjà à l'époque pré-islamique, avant les grands empires du Mali, du Ghana. Et aujourd'hui, Tombouctou, les manuscrits de Tombouctou sont préservés d'ailleurs par l'UNESCO. Vous disiez tout à l'heure que c'est un livre qui est plutôt un livre de spécialiste que d'un livre grand public. Mais est-ce que moi, par exemple, tous ceux qui nous regardent et tous ceux qui sont sur ce plateau, qui ne sont pas forcément très, comment peut-on dire, qui connaissent assez mal finalement l'histoire ancienne de l'Afrique, est-ce qu'il peut nous être utile ou est-ce qu'il est un peu trop inabordable? Non, il peut être utile. Vous savez, il y a un écrivain nigérian, Chinua Achebe, dans un livre célèbre, hein, Things Fall Apart, qui disait ceci: tant que les lions n'auront pas d'historien, l'histoire de la chasse sera toujours à la gloire des chasseurs. Et donc, François-Xavier Fauvel poursuit cette phrase, mais déjà avant, comme je le disais tout à l'heure, il y a des historiens africains qui ont écrit sur l'histoire de l'Afrique. Ce n'est peut-être pas toujours accessible au grand public, et c'est ça le drame, parce qu'on a toujours voulu infantiliser l'Afrique en disant, comme disait Sarkozy, elle n'a pas d'histoire, c'est le continent de l'oralité, ce qui est archi faux, parce que quand on voit les inscriptions, ne serait-ce que dans les temples en Égypte, les hiéroglyphes, c'est de l'écriture. Quand on voit l'écriture Bamoun du Cameroun, c'est de l'écriture avec un alphabet. Donc, on a du mal à comprendre pourquoi l'Afrique a toujours été considérée comme un continent à part où rien n'existait, avant l'arrivée des colons, bien entendu. Justement, l'absence d'histoire... Le colon, le voici, le colon, le belge. Oui, nous avons colonisé aussi, mais l'absence d'histoire, l'absence de regard sur l'histoire, sur ce qui précède la colonisation, c'est une façon de la légitimer, de dire, voilà, grâce à la colonisation, il y a eu une entrée dans la civilisation, dans l'histoire, dans l'œuvre créatrice. C'est évidemment tout à fait faux. Ce n'est pas un hasard s'il n'y a pas d'histoire. Et donc ce livre, évidemment assez scientifique, un peu ardu à certains moments quand même, quand on veut s'y plonger, c'est une forme de réhabilitation de l'Afrique. C'est pour ça que je parle d'un livre vérité. Et aussi de la vérité, j'allais employer le mot également, et aussi de la vérité. Alors il est un peu inaccessible sans doute pour le grand public. Comme tous les livres qui proviennent probablement de thèses universitaires ou de travaux sophistiqués. Mais je pense que c'est un devoir pour tous ceux qui sont des médiateurs, des enseignants, des journalistes, des influenceurs, hein, ils ont leur rôle à jouer maintenant aussi, de s'y plonger et de s'en imprégner pour
cesser d'accréditer cette idée qu'en effet, avant la colonisation, l'Afrique était une espèce de continent inconnu qui n'existait No pas. Man's Land, Voilà, il n'y avait rien. Exactement. Voilà. Michel. Il faut effectivement que ce livre soit pour moi une sorte de pierre fondatrice, on va dire ça comme ça. Effectivement, alors je vous avoue très franchement, j'ai pas les connaissances, j'ai pas non plus lu tout le livre, c'est pas possible, on n'a pas le temps de le faire, c'est un gros bouquin. Pour l'avoir feuilleté, pour en avoir lu certaines parties, non, effectivement, ce n'est absolument pas, je ne trouve pas que ce soit un livre grand public. Ce qui me soucie et qui m'inquiète d'ailleurs un petit peu, c'est que quand on écoute François-Xavier Fauvel qui présente son livre, lui a tendance à le dire, il souhaite que ce livre soit un livre justement qui soit accessible à tout le monde. Je suis désolé, mais je ne suis pas certain que ce soit malheureusement le cas. Mais ce n'est pas très grave, parce que le but recherché effectivement de ce livre, c'est celui-là, c'est redonner, ou mettre plutôt au jour à nouveau, enfin voilà, le fait que l'Afrique a une histoire, et si cette histoire n'était pas présente ou n'est pas connue ici en Occident, c'est pas parce qu'elle n'existait pas, c'est parce qu'effectivement, elle a poursuivi, enfin cette désinformation a poursuivi le dessein qui était nécessaire à la colonisation. On a déshumanisé l'Afrique, on lui a enlevé son histoire afin de pouvoir en faire le territoire qu'on a souhaité faire et pratiquer la colonisation, l'esclavage, le pillage des ressources qui a mené tout ça depuis le début de la colonisation, certes. Maintenant, l'étape suivante pour moi, pour les Occidentaux que nous sommes, parce que, comme le disait très bien Denise, il y a pas mal d'écrits de philosophes, d'historiens, d'écrivains africains, noirs africains sur l'Afrique. Je ne sais pas, on peut relisons Cheikh Anta Diop, par exemple, aussi. Qui n'a cessé de démontrer l'apport de l'Afrique à la culture mondiale. Absolument. Et Paul Senghor aussi. Au niveau de l'écriture, oui, la place des Noirs en Égypte, par exemple, mais relisons Cheikh Anta Diop, par exemple. Mais ce que je veux dire, c'est que pour l'Occident, ce qu'il faut qu'un livre comme a fait François-Xavier Fauvel, avec tous les auteurs qui y participent, soit une sorte de pierre de départ qui permette ensuite une sorte d'appropriation désormais en Europe, une conscience que cette histoire africaine existe, elle a toujours existé, et qu'elle soit désormais appropriée ou réappropriée et qu'elle passe plus loin. C'est-à-dire que comme pour nous, la culture occidentale aujourd'hui, elle continue de vivre, non pas simplement dans les manuels d'histoire, mais parce qu'elle a été reprise par les artistes. Moi, je sais pas, au niveau que ce soit Goscinny avec Astérix ou Dan Brown avec ses romans sur le Vatican, il faut qu'ensuite ces faits historiques désormais établis, remis sur le devant de la scène, eh bien, puissent nourrir une création culturelle, une création artistique qui ensuite pourra nourrir, qui pourra ensuite énerver le discours global. C'est ce que disait François-Xavier Fauvel. Il disait qu'il faut que l'histoire de l'Afrique puisse revenir dans la conversation générale de l'histoire. Mais pour ça, il faut que ce soit repris par d'autres, je pense. C'est en effet un outil qui est vraiment intéressant pour créer une adhésion auprès du grand public à l'histoire noire. Et ça, c'est très difficile quand même de créer une adhésion, c'est-à-dire d'amener cette portion de l'histoire à un large public parce que l'histoire noire a été vidée de sa vérité au fil des siècles. Donc, ce qui est resté, ce sont les stéréotypes. Dans ce livre-là, ce qu'on trouve aussi, c'est une façon de développer un sentiment affectif à l'égard des bâtisseurs, des héros aussi. J'ouvre ici une parenthèse sur le fait que dans la dramaturgie qui voyage, la dramaturgie qui interpelle, on trouve rarement des héros, des héroïnes noires. Oh, il y en a plein, il y en a eu plein. Chez nous, par exemple, je reviens à la notion d'adhésion, de réussir à intéresser un large public. Chez nous, c'est très difficile d'intéresser les gens à l'histoire noire. Pourtant, il y a une héroïne, par exemple, comme Marie-Joseph Angélique, qui a une histoire fabuleuse qui pourrait être portée à l'écran. Olivier Lejeune aussi, Mathieu Dacosta, ou même, si on pense, par exemple, à le Underground Railroad avec Harriet Tubman, qui a libéré des centaines d'esclaves des plantations pour les amener jusqu'au Bas-Canada, où, à ce moment-là, il y avait la liberté. Bien, ces histoires-là, elles arrivent, hélas, trop peu à un large public. Alors, un ouvrage comme ça, c'est ce que ça permet de faire. Ça permet juste d'ouvrir un peu, de se doter aussi d'un champ lexical sur cette portion de l'histoire. Je vais terminer en disant que chez nous au Canada, l'histoire, il y a une fabuleuse histoire noire donc, qui part de la Nouvelle-France jusqu'à maintenant, évidemment. Et puis... rares sont les gens qui veulent entendre parler de cette portion de l'histoire-là. Il faut s'intéresser aussi à un historien qui s'appelle Marcel Trudel, qui, dans les années 50, au Québec, a dit la chose suivante. C'est un jésuite, donc il roulait ses airs. Il a dit « Le clergé a été raciste ». Et puis, on le sait tous maintenant, mais il était un des premiers à le dire. Sa bibliothèque a été incendiée. Okay? Donc, c'est juste pour évoquer
la réticence de l'ordre établi chez nous de vouloir accepter qu'il y a une présence noire. Est-ce qu'il existe, Denise, en Afrique, justement, une volonté de reconstituer une histoire qui, pour certains, est niée? Je voulais aussi poser la question, est-ce qu'on apprend cette histoire aux jeunes Africains? Cette histoire, elle est apprise, justement, à l'école. Mais il y a beaucoup de manuscrits. Il y a de grands historiens africains. On citait tout à l'heure Cheikh Anta Diop, mais il y en a d'autres. Il y a Joseph Kizerbo, mais il y en a d'autres aussi qui ont participé, d'ailleurs, à l'écriture de ce livre. Elle est enseignée, mais je mettrais ça aussi en parallèle avec, aujourd'hui, cette actualité, le retour des œuvres en Afrique. Qui aurait pu penser que ces œuvres-là, ce n'est pas de l'artisanat, c'est de l'art. Contrairement à ce qu'on a voulu faire croire en disant que c'était des copies ou des pâles copies d'artistes ou d'artisans qui les créaient. Non, c'est de l'art. Quand on voit les masques du royaume Ifé ou même les tambours dans le royaume du Sénégal, c'est vraiment de l'art. On parle de Giacometti, mais Giacometti se sera inspiré des Dogons, de ces sculptures filiformes, Dogons. Magnifique. Mais il y en a encore d'autres. On parle des peintures rupestres. Moi, je n'ai rien contre la grotte de Lascaux ou de Chauvet, mais des peintures rupestres, il y en a aussi en Algérie qui datent du 6e et du 5e siècle. Pourquoi on n'en parle pas? Parce qu'il y a justement cette volonté de dénier à l'Afrique sa culture. On est d'accord. Voilà, tout le monde est d'accord. Vous n'avez pas dit un mot, ma chère Laura. C'est de ma faute parce que je n'ai pas donné la parole. Non. Non, mais vous avez bien fait quelque part. Il avait écrit demain. Je me suis dit, finalement, je lui donne la parole demain. Non, mais vous avez bien fait parce que sur les réseaux sociaux, vu que c'est un succès ultra confidentiel, j'ai trouvé un tweet qui parle du livre et qui dit effectivement qu'il est indispensable et passionnant, mais on n'a pas encore réussi, même sur les réseaux sociaux, à intéresser même les internautes les plus pointus. Donc il y a un vrai travail à faire pour la diffusion de cette histoire. Voilà, et Laura se chargera de le faire. L'auteur est un bon orateur. Hein? Les vidéos qu'on peut trouver sur YouTube, ça peut être une initiation, par exemple, pour certaines personnes.